Les tests, c'est vraiment la goutte qui a fait déborder le vase. En fait, ça fait 2 ans que la communauté éducative, elle s'en prend plein la gueule. Aujourd'hui, clairement, structurellement, l'éducation nationale n'a pas mis les moyens nécessaires et suffisants pour faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'enseignants. Et c'est ça le cœur de la Macronie, c'est ça le cœur de Blanquer. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal parce qu'il est borné, quoi. C'est le gars, quand vous n'êtes pas d'accord avec lui, ça peut même devenir assez violent dans l'échange. L'école de Blanquer, c'est une école qui maltraite les enfants. Les gamins, ils souffrent et ils sont... C'est une école de souffrance en fait pour plein de gamins. Il y en a plein qui nous le disent. Aujourd'hui, je le rappelle, c'est jour de grève et de manif. Grève inédite dans le secteur de l'éducation nationale qui réunit un très grand nombre de syndicats, de professions et déborde même sur les parents d'élèves et les citoyens. Pourquoi cette grève? Pour protester contre la gestion pour le moins spéciale de la crise sanitaire par l'exécutif Macron et plus particulièrement par le ministre Jean-Michel Blanquer. Jean-Michel Blanquer, ancien élève du collège Stanislas, établissement privé du 6e arrondissement de Paris, ancien élève de Sciences Po Paris aussi, et ancien directeur de l'ESSEC, prestigieuse école de commerce privée. Y a-t-il un problème, Jean-Michel Blanquer? Jean-Michel Blanquer symbolise-t-il, au-delà de sa personnalité, le rapport qu'entretient l'exécutif actuel au service public et à la chose publique? Pour réfléchir avec moi sur cette question, j'ai fait appel à un parent d'élève engagé, Rodrigo Arenas, ancien président, coprésident de la FCPE, la Fédération des conseils de parents d'élèves. Bien entendu, c'est à titre exclusivement personnel qu'il s'exprimera. Mais avant notre petit échange, regardons un petit magnéto. Ce qui me perturbe un petit peu, c'est qu'aujourd'hui, il faut avoir bac+12 pour comprendre les protocoles et les règles. Ça change tous les 3 jours. Moi, j'ai reçu, mon fils est en maternelle. Le jeudi 6, on reçoit des courriers qui nous expliquent qu'il y aura un test à la demande de l'inspection d'académie, que tout le monde va devoir être testé dans l'école. On remplit le formulaire le vendredi 7 et le lundi 10, on nous explique que comme les laboratoires sont engorgés, pour ne pas surengorger le laboratoire, on annule les tests. Donc vous ne comprenez plus. Vous vous dites, est-ce que c'est une histoire de santé publique, que ce test, il se justifiait d'un point de vue sanitaire, ou est-ce que c'est une question qu'on gère un peu avec les pénuries, puis s'il y a la place, on en fait, ou si on n'en fait pas, mais du coup, est-ce que c'était utile? On comprend plus. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, rendez-vous compte, monsieur le ministre, un protocole sanitaire, comme il a été dit, annoncé quelques heures avant la rentrée, modifié près de 4 mois, 4 fois en 10 jours. Le 30 décembre, le 2 janvier, le 6 janvier. Et hier, les personnels et parents d'élèves apprenaient en direct à la télévision une énième version. Votre politique sanitaire, c'est celle d'une Pénélope en perdition. Défaire chaque soir ce qui a été fait le matin, sempiternellement. Et cela alors que les indicateurs s'affolent. Un taux d'incidence qui s'envole, des pénuries partielles de tests, des arrêts maladie à foison chez les enseignants. Alors vous cassez le thermomètre pour faire baisser la fièvre. Des cas positifs qui ne sont plus isolés immédiatement, des tests qui ne feront plus l'objet de certificats. Et pourtant, ce n'est pas faute de vous avoir prévenu en mai, puis en octobre et novembre 2020, en janvier 2021, pour réclamer déjà des purificateurs et capteurs CO2, la mise en place de jauges et d'un système de roulement dans nos écoles, le recrutement massif de personnel pour assurer l'encadrement des élèves et maintenant l'achat massif de masques FFP2. Et bien sûr, une kyrielle d'amendements au cours des PLF et PLFR vous alertant sur les risques de désorganisation pesant sur cette rentrée. Vous avez cherché d'une certaine façon à caricaturer les évolutions qui sont le prix à payer pour être au plus près des réalités. Mais si on va à l'épure des grands principes, c'est toujours le même. Il y a, comme je le disais tout à l'heure, depuis fin novembre, un test à faire au début pour revenir à l'école. Et ce qui a été ajouté début janvier, c'est 2 autotests. La seule transformation, c'est celle que réelle, profonde, c'est celle que le Premier ministre a annoncée, c'est-à-dire que le premier test devient un autotest, parce qu'on a justement écouté les complexités éprouvées par les acteurs de terrain. Donc soit on veut créer des polémiques, c'est en réalité assez facile vu les difficultés que pose ce virus, soit on cherche l'unité nationale autour de notre école et on va vers et tout simplement on décrit les choses comme elles sont. Aujourd'hui, les 3 autotests permettent d'aller dans ce sens décrit par le Premier ministre, c'est-à-dire une politique qui permet et d'avoir l'école ouverte et d'avoir de la sécurité sanitaire. Je vous remercie. Bonjour Rodrigo Arenas, je rappelle à ceux qui nous écoutent que vous êtes parent d'élèves, ancien coprésident de la FCPE et je suppose que vous êtes en grève aujourd'hui.
Alors, nous, on n'est pas enseignants, donc on n'a pas le droit de grève en tant que site, mais oui, en tout cas, j'ai posé un RTT à mon travail pour pouvoir manifester aux côtés des enseignants et des parents, oui, absolument. Pas en grève, mais en journée d'action. Voilà, et mes enfants sont à la maison, puisque la FCPE a appelé à une journée blanche, donc on a suivi les consignes de notre fédération à la maison. Alors, je ne vais pas aller par 4 chemins, je vais vous poser Ouais. la question. Y a-t-il aujourd'hui un problème, Jean-Michel Blanquer? Il y a un problème, en tout cas, d'une doctrine et d'une doxa qui est mise en place à l'école, qui est incarnée par un homme. On peut s'arrêter sur Jean-Michel Blanquer en tant que personnalité. Moi, j'ai eu l'occasion, dans mon mandat bénévole à la FCPE, de le pratiquer de près, on va dire. C'est difficile. C'est quelqu'un qui, quand même, a beaucoup de mal à entendre la contradiction et a beaucoup de mal aussi à comprendre que les idées peuvent venir d'ailleurs. Et le dialogue social, c'est ça. Le dialogue social, c'est d'accepter qu'un homme seul, même avec une équipe, fût-elle extrêmement bien formée dans les meilleures écoles de ce pays, avec une expérience comme lui d'ailleurs, parce qu'il a quand même été l'ancien DGESCO à l'époque, d'autres majorités. DGESCO, c'est le directeur général des services de l'éducation nationale. En gros, c'est lui qui est chargé de mettre en œuvre la politique éducative qui est impulsée par un ou une ministre. Donc voilà, c'est sous Darcos dans des majorités précédentes de droite. Mais mon propos est pas tellement de le classer gauche-droite. C'est pas tellement le sujet, parce que on peut avoir aussi des gouvernements dits plutôt à gauche qui mettent en place aussi des politiques qui ressemblent peu ou prou à ce qu'il a fait. Mais la question, c'est que quand on reçoit des organisations représentatives, je pense à la FCPE parce que c'est la première fédération de parents d'élèves, mais je pense aussi aux organisations syndicales de profs avec qui nous on entretient des relations étroites, on échange, on discute. C'est pas vrai qu'il y ait une perméabilité et du corporatisme à tout va, comme si les intérêts des profs, ceux des parents, ceux des élèves étaient intrinsèquement différents. Non, oui, effectivement, nous on se mêle pas des questions salariales des profs, on se mêle pas des relations entre guillemets l'employeur et l'employé, mais nous notre job c'est de protéger les enfants, et protéger nos enfants, ça veut dire aussi qu'on s'intéresse aux conditions de l'école. Parce que si les gamins vont dans une école où les conditions ne sont pas réunies pour les apprentissages, pour l'éducation et pour le bien-être, eh ben, manifestement, les enseignants ne peuvent pas faire leur boulot, ne peuvent pas faire leur travail, parce qu'enseignant, ce n'est pas un emploi. Et c'est ça le cœur de la Macronie, c'est ça le cœur de Blanquer. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal parce qu'il est borné, quoi. C'est le gars, quand vous n'êtes pas d'accord avec lui, ça peut même devenir assez violent dans l'échange. Bon, vous avez échangé avec lui, donc vous avez discuté. Comment ça se manifeste concrètement? C'est-à-dire, on est face à Jean-Michel Blanquer, on lui dit, écoutez, ce que vous nous dites, ça ne marchera pas. Comment il réagit? Quels sont les mécanismes, disons, de rejet qui se mettent en place quand on est face à lui? Déjà, on sent une crispation. Déjà, c'est physique en fait. En plus, moi, je suis un latin, donc c'est compliqué aussi. Et puis, je représente une fédération. La FCPE, c'est pas l'asso qui fait les fêtes d'école, quoi. On a aussi un regard sur les politiques éducatives. On a essayé une perspective. On a un projet éducatif. On a des manifestes. Enfin, on réfléchit sur le sens de l'école. On n'est pas juste des parents qui font des sorties scolaires, vous voyez, même si c'est important et qu'on le fait avec un grand plaisir, parce que la clé d'entrée de l'école, c'est aussi ça. C'est aussi le plaisir d'accompagner les enfants pour qu'ils soient bien. Donc on fait tout ça, mais on fait pas que ça à la FCPE. Donc dès lors qu'on n'est pas d'accord sur le fond, là ça devient compliqué, et surtout quand le fond amène à des choses concrètes, là c'est super difficile, parce que vous savez, par exemple, les masques là dont on parle tous là, ou les tests, nous ça fait 2 ans qu'on le demande. Il y a 2 ans, quand les enfants revenaient de voyages scolaires de Lombardie et d'Asie du Sud-Est, on avait demandé, nous, à ce que ces gamins soient testés. Et après, ça fait le cluster de Creil. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. À l'époque, je me rappelle. C'était le premier gros cluster, en fait. C'était le premier cluster. Et nous, on était informés de ça parce que la FCPE, en dehors d'être organisée en France, avec les DOM, évidemment, parce qu'on oublie souvent les DOM dans ce pays, on a une vision très hexagonale de l'école. Moi, quand je pense à Mayotte, par exemple, c'est au secours. Enfin, l'école là-bas, c'est un truc de fou ce qui se passe à Mayotte, et tout le monde s'en fout en fait dans ce pays. C'est un truc de dingue. Il n'y a même pas de cantine dans les écoles. Enfin, c'est vraiment compliqué ce qui se passe. C'est un département d'outre-mer, c'est la France. Mais au-delà de ça, la FCPE, elle est organisée dans ce qu'on appelle les Français de l'étranger. Et c'est l'AEFE, on appelle ça comme ça. Donc c'est comme ça que ça s'appelle. Nous, on était informés en temps réel. Tous les jours, on savait ce qui se passait. Il y avait absolument une pandémie qui était en train d'arriver, et vous avez été informé par vos relais, vous avez informé, je suppose, l'Éducation nationale. On était au courant de ce qui se passait en Chine, on était au courant de ce qui se passait en Italie, on était au courant de ce qui se passait en Afrique, en Amérique du Sud. On savait ce qui se passait en temps réel. Et on voyait bien que les gouvernements dans ces pays-là,
notamment en Asie du Sud-Est, parce qu'ils avaient connu le SRAS, ils étaient au taquet sur la distanciation physique, sur les mesures sanitaires, sur le gel hydroalcoolique, et que c'était panique à bord. Donc on disait, attendez, ça va être compliqué, il faut tester les gamins parce que ça peut être super difficile. Moi, je me rappelle, j'avais fait une interview sur vos confrères de BFM, et je leur racontais ça. Et je leur disais, vous savez, ce qui arrive, ça va être dur. Et il va falloir mettre du pognon, il va falloir mettre des gens. Il faut prévenir les gens que ce qui arrive, ça va être dur. Il va falloir se mobiliser vraiment. C'est ça l'unité nationale. Et quand, justement, grâce à ces relais, vous avez eu cette info, est-ce que le ministre de l'Éducation nationale a été perméable à ce retour d'expérience? Alors d'abord, il y a eu des parlementaires de la majorité d'Emmanuel Macron qui nous ont dit qu'on était anxiogènes, qu'on était irresponsables et qu'on racontait n'importe quoi. Nous, on leur disait en off, dans les couloirs, vous savez, je pense que vous êtes en dehors du monde là, vous n'êtes pas dans le réel, et ce qui va vous arriver, ça va être compliqué, et préparez-vous, parce que vous allez beaucoup bosser à l'Assemblée nationale pour modifier les lois. Quant à Jean-Michel Blanquer, on lui disait tout ça, il disait ouais, mais en vrai, le gars, il faisait rien. Donc, les tests, c'est quand on en parle maintenant. Les masques, c'est quand on a demandé la gratuité? Jamais de la vie. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que Jean-Michel Blanquer, il est doctrinaire. C'est un gars qui est dogmatique, qui en plus a bénéficié de l'enfant gâté de la Macronie, donc il a marché sur l'eau pendant longtemps. Maintenant, c'est fini parce qu'en fait, ça fonctionne pas ce qu'il prône. C'est-à-dire que la démerde généralisée en disant aux parents, aux gamins, ouais, faites ce que vous avez à faire, le bon sens. Il a souvent parlé du bon sens, mais ça marche pas dans une école. C'est pas l'école c'est pas le bon sens qui fait fonctionner une école. C'est des règles communes, c'est des lois, c'est un règlement intérieur. Vous voyez, en fait, c'est du collectif, c'est de l'intérêt général. Et donc ça nécessite d'entendre les acteurs. Pas les acteurs de terrain dans les établissements, c'est vrai, mais aussi les acteurs nationaux, parce que notre mission à nous, c'est de rassembler les informations pour essayer de dégager des règles communes. Et ça, franchement, ça a été impossible. C'est-à-dire qu'il n'a jamais entendu que ce qu'il mettait en place, ça maltraitait les enfants. Ça a commencé avec les E3C, avec tout ça, où les gamins, ils manifestaient en disant ce que vous nous faites, c'est pas possible, cette école. Nous les cadences qu'on subit, c'est pas imaginable, c'est l'enfer. Donc il a commencé par défoncer les syndicats de lycéens, etc. Avec l'épisode Avenir lycéen, là, c'est pas fini tout ça. La fameuse association lycéenne qui a été un peu à sa botte, quoi. Évidemment, personne croit franchement, faut être sérieux. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Moi, ça fait, je milite depuis l'âge de 14 ans, 16 ans dans les organisations lycéennes, on sait très bien comment ça fonctionne. Donc, c'est pas crédible ce qu'il raconte. On sait que c'est pas vrai, on sait que c'est un menteur. Donc voilà, moi je l'ai dit il y a longtemps, donc j'ai dit que c'était un menteur parce qu'en fait, entre ce qu'il dit et ce qui se passe, c'est pas la réalité. Donc après, ça a été Mantes-la-Jolie, avec tous les gamins qui se retrouvaient le genou, les mains sur la tête, enfin. C'est ça la réalité de Blanquer et de la politique gouvernementale. Et maintenant, on arrive à un gars on lui a dit, écoutez, arrêtez de faire des tests dans les trous de nez. Parce que ça fait mal au nez, nous on le fait, ça nous fait mal au nez, ça fait pleurer les yeux, et que en tant qu'adulte, bon, ok, d'accord, mais les gamins, pourquoi vous faites souffrir les enfants ? Alors qu'il y a des solutions qui existent, nous lui. Regardez ce qui se passe en Allemagne. Enfin, les Allemands sont pas plus cons, plus intelligents que les Français. Enfin, s'ils réussissent eux à faire des tests salivaires, qui sont efficaces en plus, selon la marque qu'on utilise, c'est efficace. Eh ben, en Allemagne, ils le font à l'école, avec du personnel, mais il n'y a aucune raison qu'ils ne puissent pas le faire. En Autriche, ils mettent des sucettes dans la bouche. Pourquoi on ne peut pas le faire ? Enfin, est-ce que ils expliquent, Castex nous explique qu'au 20h de TF1, comme ça en plus. Je vais vous dire, il n'y a aucun Premier ministre qui parle sans l'accord du Président de la République, ça n'existe pas, ça. C'est un système qui est mis en place. Ils sont tous d'accord. Alors, on met en avant Blanquer. Blanquer, c'est un moine soldat, il fait ce qu'on lui demande, et c'est vrai qu'il a des marges de manœuvre parce qu'il est hyper protégé. Bon, il y a pas mal d'articles de presse qui l'ont dit, avec Madame Macron, etc. Mais la question, moi, c'est vraiment il faut vraiment comprendre que c'est une doctrine qui est en train de se mettre en place. Et la doctrine, c'est pas l'école ouverte. La doctrine, c'est la commercialisation de l'école. C'est ça qui est en cours. On va en parler, mais en tout cas, jusqu'à cette crise, Jean-Michel Blanquer était pourtant le chouchou de la Macronie et de la presse, disons, de la presse pas de gauche. Le vice-président titrait Le Point, qui parlait d'hommes clés du macronisme. La Nouvelle Star titrait l'hebdo d'extrême droite de valeur actuelle, qui ne le détestait pas tant que ça. Alors pourquoi il leur a tant plu finalement ? Qu'est-ce que la politique Blanquer, pourquoi elle parle tant à certains milieux alors qu'elle révulse globalement les acteurs de l'éducation nationale ? Parce que moi, je reconnais une qualité à Blanquer, c'est que c'est un excellent communicant. C'est quelqu'un qui est capable de prendre quelque chose de complexe, de le réduire, de le caricaturer, et derrière d'en faire quelque chose en mode « vous voyez bien que j'ai raison, puisque regardez, il y a cet exemple-là, donc ça confirme la théorie ». Mais en fait, tout ça, c'est bidon. Parce que
savez, une théorie comme, je sais maintenant, il est vachement sur le wokisme, etc., sur l'intersectionnalité. C'est-à-dire, il va... devenu l'adversaire du wokisme et de l'intersectionnalité, en fait, le porte-parole un peu d'une forme de réaction. Il le fait exprès parce que globalement, je ne pense pas qu'il a affaire tous les jours dans les classes du primaire et du secondaire au fléau prétendu qu'il conteste. Mais bref, en tout cas, ça veut dire quoi, cette passion du wokisme chez Jean-Michel Blanquer ? Ça veut dire que c'est une imposture intellectuelle, c'est une imposture idéologique et c'est de la fainéantise. Parce que ceux qui s'intéressent vraiment à ces questions-là, moi je dis pas qu'il faut être d'accord ou faut être court, c'est les travaux universitaires d'abord. Là, il vient de taper... dernièrement, là, en disant que Derrida, Deleuze, etc., c'était le virus de l'école, enfin en plus en période de pandémie, parlait que des penseurs, dont certains d'ailleurs ont été au Collège de France. Enfin, c'est des gens éminents de la France. Faut respecter la France dans ce qu'elle a fait. On peut se tromper, mais en tout cas, il faut respecter les gens. On ne peut pas accuser des professeurs de Collège de France d'être des virus. Enfin, en plus, en période de pandémie avec le Covid, mais c'est pas sérieux. Par contre, ça parle. Ça parle à qui ? Ça parle à ceux qui acceptent le prêt-à-penser. Ça parle à ceux qui sont les tenants, par exemple, que la claque dans la gueule, c'est un acte éducatif pour un enfant. Ça parle à des gens qui ont une vision très conservatrice de l'école, très vieille France. Donc oui, comme il a essayé de faire un mix entre ce qui se fait de réac, même à gauche, quand vous avez des Manuel Valls, des gars comme ça qui viennent de la gauche autoproclamés et qui tiennent des discours hyper réactionnaires en faisant oublier en plus qu'ils ont été au gouvernement, parce que tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pas d'aujourd'hui. Moi, je prends les hôpitaux, je vais vous donner un exemple pour sortir un petit peu de l'école, pour comprendre le truc. Enfin, moi, je me rappelle en 2017, quand... Enfin, Manuel Valls, c'était Premier ministre quand même, hein, et que Macron n'était pas très loin. Il y avait déjà des articles qui disaient que l'hôpital allait craquer, qu'il y avait des problèmes de personnel, qu'il y avait des problèmes de moyens, qu'on faisait peur aux intérimaires et que c'était ça qui plombait les finances des hôpitaux publics et que ça, c'est pas fini. Mais aujourd'hui, tout ça, ça continue. Ça continue, mais ça s'accélère parce qu'en face, il n'y a rien. Donc, quand je dis il n'y a rien, c'est que même à gauche, tout le monde a été un peu avec, comme le lapin avec les phares dans les yeux, quoi. Merde, qu'est-ce qu'on fait ? On s'est reçu Blanquer, toute la presse mainstream de droite, etc., a dit « Ah, c'est le meilleur d'entre nous, vive Blanquer, la France est sauvée ». Bah, c'est super difficile d'aller contre ça. Donc on en arrive à des trucs où on va sur des poncifs, sur des caricatures des gens, et donc on empêche le débat, on empêche la discussion, on empêche en fait la France d'être ce qu'elle est. C'est-à-dire que la France, elle se caractérise aussi, enfin moi j'ai grandi là-dedans, par l'échange d'idées, par accepter la contradiction et d'essayer de construire un consensus. Mais le consensus, c'est pas une seule personne qui le décrète. Le consensus, c'est un travail collectif. Donc quand vous êtes dans ce qu'il appelle le dialogue social, et qui marche sur l'eau parce que tout le monde, ça grise aussi, ça fait prendre la grosse tête. Il a pris la grosse tête, le gars, c'est clair. Enfin, à mon avis, en tout cas. Et vous êtes dans un truc où en gros, tout ce que vous pouvez lui dire, on s'en fout, quoi, de toute façon, parce que tout le monde dit qu'il a raison. Donc pourquoi il va écouter des gens qui lui disent, vous savez, en fait, sur le terrain, c'est plus compliqué que ça, et dans les écoles, c'est difficile, et que les gamins, ils sont en train de subir. Donc on en arrive à des trucs comme ça, avec des symboliques fortes. Par exemple, je pense au croque-top. Et les gamines qui vont à l'école, et il y a des chefs d'établissement, avec le soutien du ministre, qui dit pas que les filles, elles ont le droit de s'habiller comme elles veulent. Parce que c'est ça aussi, le féminisme, c'est ça. Les filles, elles s'habillent comme elles. En plus, elles sont protégées par la loi. C'est de dire, c'est la tenue républicaine. Pour une jeune fille, je veux dire, c'est pas indécent. On va arrêter, voilà. C'est-à-dire... En tout cas, on peut trouver ça indécent. On peut trouver ça déplacé. Mais en tout cas, elles ont le droit de le faire. Voilà, c'est ça la question. On a le droit d'être attiré par une femme quand on est plus adulte, mais c'est pas pour ça qu'on va lui mettre une main au cul. C'est ça la question, c'est que il a libéré une parole hyper réactionnaire et hyper vieillotte, notamment sur la question de la femme. Donc c'est ça Blanquer, c'est-à-dire qu'il a répondu à toute une frange de la population, mais aussi de la classe politique, qui pendant longtemps avait du mal à s'exprimer parce que l'école était un lieu de liberté. Lui, il a été très liberticide avec l'école. Il a été très liberticide, mais sur les mœurs. Et on sait que c'est ça qui clive en France. Quand on va, enfin, moi j'étais pas né, mais je lis des bouquins. Quand on voit mai 68, c'est parti sur un truc où de l'interdiction des garçons d'aller dans les dortoirs des filles. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très ancré dans notre pays, le rapport à la sexualité, le rapport au corps, et c'est là-dessus qu'il a tapé. C'est là-dessus qu'il a tapé, et d'ailleurs l'essentiel, beaucoup de ces réformes ont été là-dessus. Ils ont été là-dessus sur le clivage entre nos concitoyens, et aussi pour renforcer une école qui fait du mal. Parce que le problème dans l'élitisme républicain, même à gauche on est d'accord avec ça, il paraît, bon pas nous, à la FCPE, c'est que le problème c'est pas la République, c'est l'élitisme. Parce que qui dit élite, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont cassés. Et ces gens qui sont cassés dans notre système, vous savez, pour la plupart, ils finissent en bac pro,
ils finissent en SECPA, ils finissent dans ces classes où il y a des gamins géniaux, avec des profs extraordinaires, mais c'est quelque chose qui a été inventé pour mettre les gamins qui sont les cabossés du système. Donc, il a renforcé ça, avec la façon dont il a paramétré Parcoursup. Il a renforcé ça. Il a renforcé la question de gamins qui sont pas dignes, en fait, d'accéder à diriger le pays, etc. Et donc, Macron, c'est ça l'image qu'on a du bon élève, etc. Donc, et les profs, ils sont violentés là-dedans. Parce que, vous savez, moi je suis de Seine-Saint-Denis, quand vous avez des profs qui, franchement, ils mettent plus que leur salaire quand ils bossent là-dedans, qui ont des gamins, où on sait que c'est difficile pour eux, socialement, psychologiquement, même scolairement, quand ils ont eu des retards, parce qu'ils ont eu des profs absents qui n'ont pas été remplacés, etc. etc. Ils essayent de faire ça aussi avec du cœur. Et quand ils savent que ces gamins-là, ils sont prédestinés, sauf exception, à finir avec des boulots mal payés. Parce que plus vous avez un meilleur diplôme, plus vous avez un bon salaire dans ce pays quand même, hein. Sauf dans le business, notamment dans la bourse, etc. Mais ça, c'est notre sujet. En fait, c'est super. Vous êtes violenté en tant qu'enseignant parce que vous faites plus un métier. Vous faites un emploi. Ok, ben justement, en fait, on va parler de cette distinction entre l'emploi et le métier. Mais le Parti socialiste réclame aujourd'hui la démission de Jean-Michel Blanquer. Mais est-ce que ce n'est pas finalement une cible facile? Est-ce qu'il n'est pas l'arbre qui cache la forêt? Vous avez parlé notamment de la commercialisation de l'école, c'est-à-dire quelque chose de plus idéologique que la posture un peu irritante, un peu énervante d'un homme qui n'écoute pas. Au-delà de l'homme qui n'écoute pas, il y a une politique, une conception des choses. C'est une vision, c'est une philosophie. Je dis souvent, moi quand je lis Frédéric von Hayek, qui est un des chantres du néolibéralisme, je retrouve beaucoup de ce que dit Jean-Michel Blanquer, ou ce que disent aussi les macronistes d'une certaine façon. Quand je regarde sa conception aussi de comment est-ce que l'école, la relation qu'il entretient avec le monde économique, il y a beaucoup de théoriciens du néolibéralisme, style Milton Friedman, etc., qu'on retrouve là-dedans. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est pas des gens idiots, c'est des gens formés, c'est des gens cultivés. Donc il faut pas sous-estimer ça. Faut pas faire comme on entend des fois, ouais, de toute façon, c'est des cons. Non, c'est pas des cons, c'est des gens qui sont hyper formés. Ils ont été. Blanquer, il sort de Stanislas, c'est une des meilleures écoles de France. Alors, elle est privée, catholique, rigoriste, ok, d'accord. Mais vous savez, ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. La question, c'est que ce sont des gens qui sont passés par les meilleures écoles de France. Et il faut le comprendre, ça. Il faut le comprendre parce que si on est dans le dénigrement, et si on balaye ça d'un revers de main, on ne sera pas capable de proposer une alternative. Et ça, faut comprendre. C'est un effort d'intelligence. De cette pensée-là, la pensée Blanquer et la pensée... Je vais vous donner un exemple. Quand on parle des tests, normalement, à l'école, il y a un budget qui existe qui prend en compte la médecine scolaire. C'est-à-dire que l'école publique, c'est un lieu de la prévention sur la médecine et sur la santé des enfants. Moi, quand j'étais gamin, on fait les yeux, on fait la colonne vertébrale, on voit si on est daltonien, pas daltonien, etc., avec les disques, avec les couleurs. C'est-à-dire que l'école est un lieu de lutte collective dans le cadre de l'intérêt général sur des problèmes de santé publique. Normalement, pourquoi je dis que les tests doivent se faire à l'école? Parce que c'est à l'école qu'on le fait. Parce que c'est sa mission. L'école n'est pas là que pour instruire. Et la force de Blanquer, lire, écrire, compter, enfin, combien de gens ont annonné ça comme si on répétait une fable ou un truc. Non, l'école, c'est pas que l'instruction. Depuis les années 30, on est passé du ministère de l'Instruction nationale au ministère de l'Éducation nationale. Ça dit des choses. C'est-à-dire que l'école éduque. Les tests, aujourd'hui, sont faits où? Dans les pharmacies. C'est-à-dire que, encore une fois, et moi, j'ai rien contre les pharmaciens. C'est là où je cherche mes médocs, etc. J'ai pas de problème avec ça. La question, c'est que ce n'est pas le lieu de la prévention scolaire. Ce n'est pas le lieu de faire en sorte que tous les enfants soient testés. Et pourquoi ce choix a été fait? Parce de les que faire tester dans les pharmacies plutôt que dans les écoles? Parce que c'est un commerce. Ça contribue à l'hégémonie culturelle. Ça contribue à se dire que faire une action d'intérêt public, une mission de service public dans un lieu de commerce, c'est normal. Il faut s'habituer parce que c'est là que ça se passe, parce que ça ne se passe pas à l'école. Eh bien, ça, c'est idéologique. C'est idéologique. Mais quelque part, c'est aussi quelque chose qui ne marche pas, puisque ça ne fonctionne pas. On fait les tests dans les pharmacies, ça épuise les personnels des pharmacies qui parlent de burn-out. Et finalement, comme tout ce qui se passe depuis le début du Covid-19, on se rend bien compte qu'on ne peut pas éviter le service public, qu'on ne peut pas éviter l'éducation nationale, qu'on ne peut pas éviter l'hôpital public. En tout cas, ça montre ce que nous, on dit depuis longtemps, et ce que moi, je prône là-dessus, c'est que c'est pas vrai que le marché livré à lui-même est capable
d'amener l'intérêt général. Vous voyez, c'est cette idée qu'on apprend en première année d'éco, que la somme des intérêts individuels, ça fait l'intérêt général, et qu'en gros, le marché livré à lui-même va faire en sorte que tout s'équilibre et que ça sera le meilleur des mondes. C'est une déformation des théories d'Adam Smith, c'est une déformation des théories de Ricardo, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle l'économie classique. Ça montre aujourd'hui que ça marche pas. Ça marche pas parce que on n'organise pas de l'intérêt général avec le marché. Le marché, il est pas mu par l'intérêt général. Il est mu par le fait de faire des profits. C'est son job. Et on peut pas lui reprocher de faire son job. Donc, le rôle d'une pharmacie, c'est de vendre des médicaments et de faire un peu de conseil. Mais le rôle d'une pharmacie, c'est pas de faire la prévention des 12 millions d'élèves de notre pays. C'est pas son job. Voyez ? Donc, au début, pourquoi ça a bloqué aussi ? Parce que l'État a oublié de faire un truc, c'est de dire aux pharmacies, quand les gamins vont venir avec le mot de l'école en disant « vous filez 3 autotests, donnez-leur gratuitement, on va vous rembourser ». Comme ils ont oublié de faire le décret, les pharmacies ils ont dit « non, on va pas le donner parce qu'on ne sait pas si on va être remboursé ». Donc, vous voyez, ça ne peut pas marcher comme ça. C'est-à-dire que quand ça bloque un grain dans la machine, quand le business il est grippé, et finalement, vous avez beau être pharmacien, vous donnez pas les autotests. Et tout ça accouche d'une bureaucratie qui est même plus lourde que la bureaucratie normale qu'on contestait pour des raisons idéologiques. Alors, vous avez parlé de commercialisation de l'école. Est-ce que finalement l'objectif de Jean-Michel Blanquer et de ceux qui nous dirigent aujourd'hui, c'est d'affaiblir l'école publique au profit de l'école privée, ou alors c'est d'introduire, de mixer en fait l'école publique et l'école privée, d'introduire des concessions de services publics, comme le voit avec les crèches et des entreprises comme Babylou? Quel est le projet, finalement, à terme, d'une entreprise qui, disons, finit par affaiblir cruellement les écoles publiques dans les territoires comme la Seine-Saint-Denis, mais dans des territoires ruraux aussi? C'est quoi ce que vous entrevoyez comme objectif, comme vision ultime, en gros, de ce système-là? Moi je pense que oui, il y a une volonté manifeste de faire voter des lois et d'organiser les choses pour que l'école privée soit le salut pour les parents qui sont, il y en a qui sont vraiment inquiets pour les gamins. Par exemple, on a fait des sondages là-dessus à la FCPE dernièrement. On sait que la première des motivations des parents pour mettre les gamins dans le privé, c'est pas les questions de sécurité, c'est pas tout ça, c'est les absences non remplacées. C'est-à-dire que quand vous avez un môme qui va à l'école, de la maternelle au lycée, et vous ne savez pas si le prof va être là ou s'il est absent, c'est au secours parce que vous ne savez pas s'il va être remplacé et on sait qu'il ne le sera pas. Et les absences remplacées, pour vous, c'est structurel, c'est organisé? Nous, on envoie nos gamins à l'école et on paye des impôts pour qu'ils aillent apprendre. C'est ce truc-là de dire que les parents veulent une garderie, de prof bashing là, et de parents bashing qui se met en place notamment sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est bidon. Les parents, oui, ils veulent que les gamins aillent à l'école parce que aussi ça contribue à l'organisation économique et sociale de notre pays, c'est évident. Mais c'est pas que ça. Nous, on envoie des gamins à l'école pour qu'ils apprennent et pour qu'ils aient un avenir, qu'ils fondent une famille s'ils le veulent, qui se projettent. Mais ce phénomène des absences non remplacées, est-ce que c'est causé par des politiques? Oui. Et comment? Oui. Aujourd'hui, clairement, structurellement, l'éducation nationale n'a pas mis les moyens nécessaires et suffisants pour faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'enseignants. Donc ça, c'est pas nouveau. Vous savez, tous les ans, nous, on se bat un peu avec les syndicats d'enseignants, notamment, ce qu'on appelle les listes complémentaires, c'est-à-dire tous les profs qui ont passé le concours, mais qui sont pas rentrés dans le numerus clausus. Vous savez, ça fonctionne comme ça, le recrutement des profs. C'est-à-dire, vous avez 100 places dans une académie, le 101e, c'est pas que ça va pas être un mauvais prof ou un bon prof, c'est un bon prof a priori, ça peut le devenir. Mais en tout cas, il est pas dans le quota. Comme les médecins. Vous avez 100 places de médecins, vous êtes 101e, vous redoublez. Donc mais ces profs-là, on en a besoin en vrai parce qu'on sait qu'ils vont être nécessaires. Donc, ce qu'on appelle liste complémentaire. Donc, on dit, mettez-les dans les volets de remplaçants. Simplement, là, ils ne le font pas. Et donc, on arrive à une situation où là, maintenant, on est au mois de janvier, là, 2022, où on dit, on va faire appel aux profs à la retraite, on va faire appel à l'armée de réserve. Parce que tous ces profs-là qui auraient pu venir dans les quotas de remplaçants, etc., en fait, ils ne le sont pas. Certains passent en contractuel, mais du coup, les contractuels, c'est ceux qui restent parce que c'est mal payé en plus. Et donc, vous arrivez à une situation où, entre-temps, depuis le mois de septembre, enfin, le mois de juin, en fait, tous ces profs postulants, ces aspirants profs ou instit, ils ont trouvé un boulot parce qu'il faut qu'ils payent leurs factures, faut qu'ils nourrissent leurs enfants, etc. Donc, faut bien comprendre que c'est structurel, la question des non-remplacements. Structurel et lié à des désirs d'économie. C'est même pas un désir d'économie, c'est de la logistique.
C'est un peu comme, enfin, ceux qui font un peu d'économie, c'est comme une matrice, quoi. On a des intrants, des sortants, et tout ça, faut que ça fonctionne bien, et donc on est à flux tendu. Mais comme dans le business, en fait, vous êtes à flux tendu. Donc, quand vous êtes à flux tendu et que vous n'avez pas, entre guillemets, la matière première que sont les profs pour faire cours, bah, vous vous retrouvez, quand on en a besoin, on appelle. Bah ouais, mais en fait, les gars, il n'y a plus personne parce qu'ils ont trouvé du boulot déjà entre-temps. Donc, vous voyez, faut vraiment comprendre que structurellement, l'éducation nationale n'est pas capable aujourd'hui de fournir le nombre d'enseignants suffisant parce qu'elle est organisée comme ça. Donc ça marchait il y a quelque temps, quand l'école n'était pas aussi massive que ça. Mais aujourd'hui, ça fonctionne mieux. C'est-à-dire que le mode de recrutement n'est pas adapté à une école qui a 12 millions d'élèves, et notamment une école qui emmène autant d'enfants vers le bac, qu'il soit pro, qu'il soit général. Donc c'est ça qui ne marche pas. C'est un fonctionnement qui ne fonctionne pas. Et la variable d'ajustement là-dedans, et c'est pour ça que l'école de Blanquer, c'est une école qui maltraite les enfants, notamment, c'est que c'est une école dont la variable d'ajustement, c'est les enfants. Donc, les gamins, ils souffrent et ils sont... C'est une école de souffrance, en fait, pour plein de gamins. Il y en a plein qui nous le disent. Hein. Donc, on est là-dedans et c'est ça, aujourd'hui, la grève. La grève, c'est pas juste faites des tests. Enfin, faut être sérieux. On fait pas une grève parce que juste les tests. Les tests, c'est vraiment la goutte qui a fait déborder le vase. En fait, ça fait 2 ans que la communauté éducative, elle s'en prend plein la gueule et qu'on a un gars qui reçoit de temps en temps, qui écoute... À la fin, il fait ce qu'il veut. Le meilleur exemple, c'est là, cette semaine, où quand j'ai parlé avec Carla Dugo, qui est la coprésidente de la FCP aujourd'hui, ils ont une réunion avec les parents d'élèves. Il dit 2-3 trucs. Bon, ben, on dit que c'est pas terrible, mais bon, voilà, on entend ce qu'il dit. Après, bon, on se mobilisera. Il va dans les médias et il raconte autre chose. Il en a rien à secouer, en fait. Donc, vous voyez, c'est ça aujourd'hui. Le dialogue social, c'est pas d'apprendre des nouvelles dans la presse. Le dialogue social, c'est de se mettre d'accord autour de la table et de dire, bon, on n'est pas d'accord sur tout, mais au moins on va trouver consensus. Et surtout, c'est pas de dire on va se fâcher parce qu'on n'est pas d'accord avec lui. Enfin voilà, c'est ça Blanquer. Donc aujourd'hui, oui, il prend pour tout le monde, mais vous savez, ce truc en vase clos où le gars il décide tout seul, etc., sans consulter, vous savez, c'est la marque de fabrique de la Macronie. Moi, je vais être très simple avec ça. Donc le président de la République aussi, il est mouillé là-dedans. Donc ça serait pas juste de dire c'est Blanquer, c'est Blanquer. Après, s'ils veulent le virer, ça c'est pas mon problème. Moi, on n'est pas là pour appeler pour virer un gars. Mais c'est pour ça que c'est important aujourd'hui, notamment pour ceux qui sont dans l'alternative, qui sont dans la revendication et qui en ont plein le dos, de vraiment comprendre que c'est des gens intelligents, que c'est un système qui est en train de se mettre en place. C'est une doctrine. Et la doctrine, c'est pas l'école ouverte. La doctrine, c'est de créer les conditions légales, les décrets et le fonctionnement, et surtout de faire comprendre à la population qu'il n'y a pas d'autre alternative que d'aller vers le business, parce qu'en gros les profs c'est des feignants, les parents sont des chieurs et les gamins c'est des relous. Donc il faut vraiment comprendre ça, que la caricature de toute la communauté éducative pendant ces 5 années permet en fait de faire croire à tort que la seule solution c'est le business. Et aujourd'hui, avec les tests, on a compris qu'en fait, c'était pas la solution. Donc tout le monde est emmerdé parce qu'on dit, c'est quoi la solution ? La solution, vous savez, c'est de réfléchir, c'est de travailler, c'est de faire un front commun dans la communauté éducative pour dire, de toute façon, on reviendra pas à l'école d'avant parce qu'elle faisait mal aux enfants aussi. Voilà, elle posait des problèmes d'orientation, qu'il va falloir faire preuve d'intelligence, faire preuve de consensus, trouver ce qui nous réunit pour proposer autre chose, parce que de toute façon, vous savez, ça fait des millions d'années qu'on est sur la Terre. Il y aura un après Blanquer, il y aura un après Macron. Mais par contre, la question aujourd'hui, c'est un enjeu civilisationnel. C'est comment on invente une école qui réponde aux enjeux. Et c'est pas le cas. Et je vous donnerai un dernier exemple sur ce que vous dites, même si je suis un peu long, je m'excuse pour vous et pour vos auditeurs. Mais vous savez, tout le monde dit, et Blanquer le premier dit, l'écologie, c'est hyper central. Ouais, c'est hyper central. Le réchauffement climatique, la bouffe, etc. Ok. Sauf qu'il n'y a qu'une seule spécialité écologie dans la réforme du lycée. Elle n'est pas dans le lycée général. Elle l'est pour les lycées agricoles. Et les lycées agricoles dans notre pays ne dépendent pas de l'éducation nationale. Ils dépendent du ministère de l'Agriculture. Il n'y a que le gars qui va dans les médias, repris dans tous les médias, ouais, il est écolo, il a fait les éco-délégués, etc. En fait, tout ça, c'est bidon. Tout ça, c'est de la com. En réalité, l'écologie, elle se fait dans les lycées agricoles. Et le lycée agricole, c'est les lycées pro. Donc aujourd'hui, si on ne s'intéresse pas aux lycées pro, qui sont là vraiment le cœur de la déconstruction du rôle et du sens des enfants qui vont être des professionnels demain, on n'aura rien compris à ce qu'est la Macronie, c'est-à-dire le fait d'externaliser la formation professionnelle et une partie de la formation générale vers ceux qui veulent utiliser l'école comme un lieu pour accentuer et aider le business à faire de la croissance. Et là-dedans, la variable d'ajustement, c'est nos gamins. Merci beaucoup Rodrigo Arenas et bonne journée de grève et d'action à vous et à vous qui nous regardez et qui en serez également.
Merci.